Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info spéciale élection présidentielle avec aujourd'hui Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen, bonjour. Merci de votre présence ce matin en direct sur ce plateau et sur Sud Radio à quelques heures du débat ce soir à la télévision, c'est appréciable, merci. Pour vous interroger tout d'abord dans cette première partie de la matinale, Michel Urvois de Ouest France, bonjour Michel, merci d'être avec nous ce matin. Hervé Favre de la Voix du Nord, bonjour Hervé. Bonjour. Et Nathalie Moret des journaux du groupe EBRA, bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour être tout à fait complet, Marine Le Pen, cette matinale d'info sera également diffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale dans tout l'Hexagone en vidéo, sur les chaînes de télévision locales et régionales de la TNT qui sont nos partenaires et sur TV5 Monde et ses 9 antennes à travers le monde pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger, je le précise. Marine Le Pen, Saint-Pétersbourg, 11 morts, 50 blessés dans le métro. C'est un bilan, bien sûr, provisoire. Personne n'est à l'abri de ce genre d'attentat, même pas les régimes autoritaires. La France a augmenté son niveau de vigilance, niveau de sécurité renforcé en Île-de-France. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Non, la politique de lutte contre le terrorisme islamiste qui est menée en France est très largement, je le crois, insuffisante. D'abord parce que la première des choses à faire quand on est confronté au terrorisme international, c'est de maîtriser ses frontières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes défaillants sur la lutte contre le fondamentalisme islamiste, c'est-à-dire contre l'idéologie qui recrute sur notre territoire, qui pullule en réalité au travers des mosquées salafistes. Vous attribuez cet attentat d'ores et déjà au fondamentalisme islamiste? Non, mais moi, ce dont je parle, ce sont les attentats terroristes qui ont touché la France. Vous me demandez, est-ce que la France se protège elle-même? Donc évidemment, j'envisage les pistes pour nous protéger de ce qui nous menace, nous, la France. Bon. Et oui, je pense, enfin, je n'ai pas d'éléments précis, mais oui, je pense qu'il s'agit effectivement à Saint-Pétersbourg d'un attentat lié au fondamentalisme islamiste. Mais il faut fermer les mosquées radicales, il faut expulser les fichiers S étrangers, et tout cela, évidemment, n'est pas fait parce qu'on est dans un état d'urgence de pacotille, en réalité, depuis déjà des mois. Cet état d'urgence ne sert strictement à rien, il n'est pas utilisé par le gouvernement pour pouvoir mettre les Français au maximum de la sécurité possible. Hein. Je ne dis pas qu'il y a, évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais quand on n'a mis en place aucune des mesures qui doivent être mises en place, alors je crois qu'on est franchement défaillant. Nous allons vous interroger dans la deuxième partie de cette émission sur ces questions-là avec Christophe Bordet de Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat. Mais pour l'instant, nous sommes dans la première partie de cette matinale. Nous allons vous interroger sur ce qui est l'une des clés de voûte de votre programme, la sortie de l'Union européenne, assortie d'un certain nombre de mesures protectionnistes. Parmi celles-ci, une possible taxe, sans doute, sur les importations. On va en parler dans un instant. On écoute Arnaud Haribo, qui s'inquiète des conséquences. Il est viticulteur, vous allez voir, président des jeunes agriculteurs de l'Aude, et il craint des mesures de rétorsion. On l'écoute au micro de Sud Radio, qu'il a trouvé et interrogé. Bonjour Madame Le Pen, j'ai une question à vous poser. C'est vous voulez fermer les frontières et comment va-t-on compenser les produits que l'on exporte déjà en France et comment nous, demain, on pourra toujours continuer à acheter les produits qu'on achète au pays hors de la France et hors de l'Union européenne? Alors je vais répondre à Arnaud Haribo que nous n'avons jamais aussi peu commercé que depuis que nous sommes précisément dans le cadre des règles de l'Union européenne. Que l'ensemble des pays du monde mettent en place déjà un protectionnisme des droits de douane aux frontières et qu'en réalité si nous faisions la même chose, ce ne serait de notre part qu'une compensation de ce que nous vivons à l'exportation. Deuxièmement, il faut que M. Haribo, qui est viticulteur, et donc devrait analyser la situation du vin. Si le vin se porte bien, c'est parce que le vin, justement, est un domaine qui possède le marché intérieur français. Or, on ne peut correctement exporter que quand on est présent et fort sur le marché intérieur. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas pour toute une série d'autres productions et c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes en train de voir s'effondrer des domaines entiers de notre économie. Nous ne maîtrisons plus notre marché intérieur parce que sur ce marché intérieur,
intérieur, nous sommes concurrencés de manière déloyale par des productions, et les viticulteurs devraient le savoir, puisque j'ai vu les viticulteurs du Sud manifester contre notamment les vins espagnols. Il y a un moment donné où on est en train de perdre, même dans ce domaine du vin, des parts de marché intérieur, et on ne peut pas se le permettre parce que quand un secteur est touché, eh bien, il a le plus grand mal évidemment à se redresser. Hervé Favre, avec un journal que vous connaissez bien, La Voix du Nord. Oui, Madame Le Pen. Que je connais bien, mais que je fréquente peu, faut quand même le dire. L'occasion donc est faite de vous rencontrer. Et il n'y a pas de viticulteurs, enfin en tout cas très peu dans la région. En revanche, il y a des industries qui se sont implantées, notamment des industries automobiles, japonais à Onna avec Toyota. Ce sont des investisseurs qui sont venus chez nous parce qu'ils voulaient avoir accès au marché européen. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, aux 50 000 employés de la filière automobile qui vont en Europe à partir de la région? Or, si vous remettez les taxes aux frontières, les voitures que nous fabriquons chez nous seront plus chères à l'exportation. Mais non, mais écoutez, et pourquoi? Oui, je sais que je dis n'importe quoi. Non, mais pourquoi? Non, mais à chaque fois que je suis sur ce débat sur les frontières, il est dans les deux sens. Écoutez, il y a quelques jours, il y aura des barrières. Il y a quelques jours, monsieur, il y a eu un reportage sur France 2 sur le protectionnisme en Suisse. Et que disait l'ensemble des industriels? Ils disaient, si nous n'avions pas fait de protectionnisme, alors nous serions morts. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est-à-dire que il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, l'ouverture totale des frontières, cette idéologie du libre-échange, eh bien, nous n'y avons pas gagné. Est-ce qu'on a le droit de faire ce constat-là, de s'apercevoir que le nombre de sociétés exportatrices en France a baissé de manière tout à fait considérable et que tout à fait évidemment, nous devons non pas de mettre des barrières sans réfléchir, sans regarder, sans faire de la microchirurgie, mais précisément être capable de défendre un certain nombre de produits de la concurrence internationale déloyale en tenant compte des normes qui ne sont pas respectées par les produits qui importent, en tenant compte de notre capacité à réindustrialiser le pays. Moi, c'est tout ce que je demande. Or, aujourd'hui, cette simple réflexion est interdite par l'Union européenne. Rappelez-vous quand même... En l'occurrence, il y a quand même 100 000 salariés dans notre région, je reste sur les Hauts-de-France, qui travaillent pour des entreprises, des investisseurs étrangers. Mais où est le problème? L'idée n'est pas... Est-ce que vous pensez qu'ils seraient venus s'installer chez nous si nous étions restés, si nous n'étions pas ouverts justement sur le marché européen? Vous pensez que pourquoi Toyota voulez-vous que nous nous fermions au marché européen? Pourquoi êtes-vous systématiquement caricatural? Est-ce que la Suisse est fermée? Est-ce que la Suisse est fermée au marché européen? La Suisse ne fabrique pas d'automobiles, par exemple. Bon, je vous signale qu'elle a une forte production industrielle, hein, ne vous y trompez pas. Est-ce qu'elle est fermée au marché européen? C'est pas tout à fait les mêmes problématiques. La réponse est non. Encore une fois, le fait de mettre en œuvre une politique de protectionnisme intelligent n'est pas le fait de fermer nos échanges commerciaux. Je rappelle encore une fois que les déficits commercial de la France a démarré à partir du moment où on a eu l'euro et où on a ouvert l'intégralité de nos frontières. Avant, nous étions excédentaires. On peut parfaitement être excédentaire, encore une fois, exporter bien, beaucoup, tout en ayant la capacité de maîtriser nos frontières commerciales. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Corée du Sud, c'est le cas de toute une série de pays dans le monde qui ne se privent pas de cette arme dans la mondialisation sauvage. Michel Urvois, Ouest France. On a besoin d'importer pour produire. Si on prend Airbus, par exemple, on a besoin d'éléments qui viennent de différents pays européens. Donc, si vous les taxez, vous allez renchérir nos propres... La contribution sociale à l'importation que je veux mettre en œuvre est une contribution sociale de 3%. En réalité, c'est dérisoire. Mais ça va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat de tous ceux qui gagnent moins de 1 500 € par mois, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient retraités. Et ça, permettez-moi de vous dire que c'est une urgence. Parce que les 3%, elles portent sur des matières premières, mais que représentent les 3% d'augmentation sur la matière première dans le coût définitif du produit ? C'est quasiment insensible. Ce sera insensible pour les consommateurs et ce sera en réalité quasiment insensible pour les entreprises. Mais ça va permettre de faire contribuer les importations au soutien de nos salaires, parce qu'aujourd'hui, les salaires sont très bas. Et j'irais même plus, ils sont trop bas. Alors, il y a un autre motif d'inquiétude des acteurs économiques. Pardon. Non. C'est la sortie de l'euro. Et là, bon...
La Banque de France a présenté hier le nouveau billet de 50 euros. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Je voulais savoir dans combien de temps ce billet de l'euro allait circuler, de 50 euros allait circuler si vous arrivez au pouvoir. Combien de temps vous donnez pour revenir au franc? Parce que ça, c'est pas très clair dans votre programme. Il n'y a pas de clause de sortie. Il n'y a pas de clause de sortie de l'euro dans les traités. Non mais monsieur, vous ne pouvez pas me dire que c'est pas très clair dans votre programme. Vous n'avez pas le droit de le dire. Non mais vous n'avez pas le droit de le dire. Non mais vous n'avez pas le droit de le dire. Pour une raison simple, c'est que c'est extrêmement clair dans mon programme. J'ai dit clairement que je me donnais 6 mois pour négocier avec l'Union européenne le retour de 4 souverainetés sans lesquelles nous ne pourrons pas retrouver la voie de l'emploi, nous ne pourrons pas sauver notre économie, nous ne pourrons pas arrêter les délocalisations, nous ne pourrons pas réindustrialiser le pays. Voilà, ça c'est clair. 6 mois. Et au bout de 6 mois, ce sont les Français qui décideront. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Comment avoir une vision plus démocratique que celle qui consiste à dire les Français doivent pouvoir choisir s'ils veulent rester dans l'Union européenne qui s'est construite sans eux et bien souvent contre eux. Donc soit cette négociation aboutit, et j'en serais heureuse, puisque les Français m'auront donné ce mandat-là d'aller négocier auprès de l'Union européenne. Et dans ces conditions, je dirais aux Français, écoutez, je pense que nous devons rester dans cette nouvelle Union européenne, soit les négociations échouent, et je dirais aux Français, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de sortir de l'Union européenne. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça prend 2 ans, ce sont les Français qui vont décider. Vous voyez, je voudrais quand même faire rentrer ça dans la tête de tout le monde, ça n'a pas l'air d'être clair. Ce sont les Français qui décideront. On a bien compris. Oui. Marine Le Pen est l'invitée de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat, sur Sud Radio. Une autre thématique importante, Marine Le Pen, dans votre programme, ce sont les territoires. Ça tombe bien, vous êtes sur Territoire d'Info, ça se voit derrière vous. Vous faites des territoires un axe important de votre campagne présidentielle avec les problématiques qui y sont liées. Dans les territoires, il y a des zones oubliées, notamment en matière de santé. Dans certaines communes, il y a des pénuries de médecins. Nous allons écouter un maire du Pas-de-Calais, votre région d'élection, Marine Le Pen, Richard Jarret, qui est maire d'Auchel. Il est médecin depuis une trentaine d'années, lui-même, et il vous interpelle au micro de nos partenaires de WEO TV dans les Hauts-de-France. Et c'est Guillaume Deplanque qui l'a rencontré. Je suis Richard Jarret, maire d'Auchel, médecin généraliste sur la ville depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Auchel, la ville d'ailleurs la plus à l'ouest du bassin minier, a été également une des villes premières pour vivre une désertification médicale. Nous avons vu donc les praticiens disparaître, soit par malheureusement le décès de certains praticiens, mais également les départs en retraite et également des gens qui ont décidé de quitter la région. Donc j'aimerais savoir ce que Mme Le Pen a prévu pour fortifier et trouver des solutions à cette désertification médicale au niveau des régions telles que la nôtre. Quel est son projet sur le plan médical ? Bien. Alors j'attache évidemment une importance toute particulière à ces déserts médicaux qui sont une grande source d'angoisse pour nos compatriotes, parce qu'elles ne frappent plus seulement les petites villes, mais elles commencent à frapper les villes moyennes et notamment la périurbanité. D'abord, vous dire que moi ce que je veux faire, c'est une grande ligne de mon projet, c'est la révolution de la proximité, qu'elle soit d'ailleurs économique, qu'elle soit démocratique, c'est de revenir justement au territoire, alors qu'on a eu de cesse depuis des années que d'éloigner les centres de décision des habitants, avec des intercoms qui sont de plus en plus grandes, des intercommunalités, avec le conseil régional qui a éloigné les centres de décision des départements, et avec évidemment l'Union européenne. Donc en matière de désertification, moi j'ai un certain nombre de propositions. D'abord, c'est de créer un stage d'internat de 6 mois pour permettre aux internes de pouvoir venir exercer dans les territoires qui sont sous-denses sur le plan médical, et pouvoir pallier précisément à ce déficit. Deuxièmement, c'est mettre en œuvre des incitations fiscales importantes pour les médecins qui seraient en réalité près de la retraite et qui leur permettrait peut-être de les convaincre de rester quelques années de plus. Et puis, il va falloir développer aussi tous les outils d'innovation numérique concernant la santé qui, à mon avis, pourront apporter un certain nombre de solutions. Mais enfin, il faut quand même dire une chose, c'est que on culpabilise en quelque sorte les médecins qui refuseraient de s'installer dans les territoires, et en même temps l'État n'a eu de cesse que de fermer
des hôpitaux de proximité, en toutes circonstances. Alors là, il faut aussi faire un choix qui est un choix totalement inverse. Et quand je vois certains proposer de supprimer 500 000 fonctionnaires ou de supprimer 120 000 fonctionnaires, comme c'est le cas pour M. Fillon et M. Macron, je me dis que la santé va évidemment être la première impactée et que les territoires qui sont déjà victimes de cette désertification, pas seulement médicale d'ailleurs, hein, mais cette désertification en matière aussi de services publics, vont évidemment être les premières à s'apercevoir que cette désertification, elle va s'accélérer. Michel Urvois, Madame Le Pen, vous financez la compensation de ces fractures territoriales, numériques, sanitaires, etc. Puisque d'un côté, vous faites des économies, j'ai lu votre programme, vous faites des économies sur la sécurité sociale et vous faites aussi... Si. Oui. Si, ah bon vous diminuez. Oui, j'arrête. Oui, je fais des économies. Je supprime l'aide médicale d'État pour les clandestins. C'est 800 millions d'euros, oui, c'est ça, pas c'est énorme. Et je lutte contre la fraude sociale. Là, on est sur des sommes considérables s'agissant des territoires, l'ensemble des fractures. Je ne parle pas que de santé. On est sur des sommes considérables. Or, c'est-à-dire le numérique, par exemple, les infrastructures, les équipements. Vous supprimez les régions, il me semble. Non, je supprime les conseils régionaux. Conseillers régionaux. Pas les régions. Bien sûr, on ne va pas rayer des régions de la carte, mais vous supprimez en Bretagne... Ah, mais ça a quasiment déjà été le cas. Regardez, la Picardie a été rayée de la carte, hein, je vous signale, ce que je trouve évidemment scandaleux. En Bretagne, en Normandie, en Alsace, je pense que ça va intéresser. Mais est-ce que vous pensez, alors je reprends la question au début, est-ce que vous pensez que supprimer les conseils régionaux, ça participe du sentiment d'appartenance des citoyens aux régions, aux faits politiques, aux choix politiques? Oui, moi c'est mon choix. Mon choix c'est de conserver, c'est de faire une vraie grande réforme territoriale qui en réalité participe à cette révolution de la proximité. Moi, je crois à 3 échelons. Je crois à la commune, je crois au département et je crois à la nation. Et je pense que c'est autour de ces 3 piliers que doit s'organiser l'aménagement du territoire. Je pense que les intercommunalités et les conseils régionaux ont été vendus pour faire des économies. En réalité, non seulement ils n'ont pas fait d'économies, mais ils coûtent de plus en plus cher. Ils créent en réalité une masse d'élus qui sont des élus indemnisés, à la différence d'ailleurs de beaucoup d'élus des communes. Et d'ailleurs, la contrepartie de cette réforme territoriale et de ces suppressions de ces strates, c'est précisément de renforcer et le statut des maires et notamment leur indemnisation. Parce que je pense que ce sont les maires qui sont vraiment les élus de proximité. Si vous multipliez les services régionaux par autant de départements, où est-ce qu'elle est l'économie? J'ai du mal à comprendre ça. Mais vous voyez bien qu'en réalité, on est en permanence confronté à des compétences qui sont des compétences croisées. Ils font la même chose sur beaucoup de sujets, les départements, les régions. Il n'y a aucune raison de séparer, en l'occurrence, les deux. Moi, effectivement, je suis pour, par exemple, restituer les transports à l'État. Je pense à un grand ministère qui serait un ministère de l'aménagement du territoire, des transports et du logement. Parce que je ne vois pas comment on peut réfléchir l'aménagement du territoire si on ne réfléchit pas cet aménagement en tenant compte, évidemment, des problématiques de logement et de transport qui sont tout à fait liées. Mais et tout le reste ira au département. Est-ce que vous trouvez logique que ce soit les régions qui s'occupent des lycées, les départements, des collèges? Sérieusement, c'est absolument illogique. Il serait tout à fait en même temps économe et beaucoup plus clair pour les habitants que ce soit le département qui s'occupe des deux. Donc je pense qu'en fait, on a encore une fois enfumé les Français en leur vendant des économies qui n'ont pas eu lieu. Tout ceci a contribué à une explosion, il faut le dire, du nombre de fonctionnaires territoriaux qu'il s'agira de redéployer, pour partie évidemment aux structures qui auront récupéré les compétences, mais aussi pour partie dans la fonction publique d'État pour plus de... C'est l'État qui paie les grands investissements et il le paie comment? Avec l'impôt sur le revenu, mais vous le baissez. Là aussi, j'ai du mal à voir la cohérence. Non mais écoutez, moi je vais vous dire, vous avez lu mon projet? Il est extrêmement clair. Je fais 90 milliards de baisse d'impôts et de baisse de charges d'un côté et je fais 80 milliards d'économies. Les 10 milliards restants vont être apportés par la croissance créée par la modification du modèle économique. Donc il est extrêmement équilibré, mon projet. Mais je fais des choix, effectivement. Je fais le choix d'arrêter de financer l'immigration. Voilà, je le dis clairement, je veux arrêter l'immigration et tous les frais et tous les coûts qui sont la conséquence de cette immigration. Je veux lutter contre la fraude sociale. Cela fait des années et des années que rapport parlementaire après rapport sénatoriaux, on voit que la fraude sociale coûte, dixit nos élus, 20 milliards. Qu'est-ce qui a été fait contre la fraude sociale?
pas grand-chose. Alors que ça fait des années qu'on aurait dû mettre en place une carte vitale qui soit d'ailleurs liée au titre d'identité biométrique. La fraude sociale coûte quelques dizaines de millions. La fraude sociale, c'est quelques millions sociales. Non, c'est pas vrai. Non, la fraude fiscale, non, pas du tout. C'est 20 milliards selon un rapport du Sénat. Tiens, puisque nous sommes sur Public Sénat. 20 milliards, c'est considérable. Donc il y a des moyens à mettre en œuvre, encore une fois, pour lutter contre cette fraude. Elles ne sont pas mises en œuvre aujourd'hui. Donc croyez-moi, les économies, elles sont présentes dans mon projet, mais ce sont des économies sur les dépenses que j'appelle nocives de l'État. Et on va, à ce moment-là, pouvoir effectivement baisser l'impôt sur le revenu de 10% sur les 3 premières tranches, parce que, objectivement, les classes populaires et les classes moyennes ont vu peser sur elles l'immense majorité des hausses considérables d'impôts et de taxes qui ont été décidées non seulement dans le mandat de François Hollande, mais aussi sous le mandat de Nicolas Sarkozy. On ne peut plus continuer comme ça. Quant aux entreprises, certes, je baisse également les charges, mais je vous signale qu'en réalité, la baisse des charges que je veux mettre en œuvre sur les entreprises sont déjà financées, puisque ce sont les 2 dispositifs qui existent déjà de baisse des charges, et la transformation du CICE, qui n'a en réalité bénéficié quasiment qu'aux grands groupes qui n'en avaient pas besoin, vers les TPE, la transformation en baisse des charges pour les TPE et les PME, parce que moi je crois que les TPE et les PME, ce sont les murs porteurs de notre économie. Voilà. Et évidemment, avec cette épine retirée dans le pied aussi des indépendants, avec une réforme absolument totale du RSI, le choix d'ailleurs donné de pouvoir cotiser à ce nouveau système ou au régime général, et l'amnistie des arriérés du RSI, parce qu'avec toutes les erreurs qui ont été commises par l'État et qui ont poussé un nombre incroyable d'indépendants à la faillite, il faut à un moment donné que l'État assume ses responsabilités et qu'on reparte à zéro. C'est Marine Le Pen, la candidate à l'élection présidentielle, qui est l'invitée de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On continue. Parmi vos engagements, Marine Le Pen, une proposition interpelle. Votre proposition 18, lutter contre la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents par la suppression du versement des aides sociales aux parents de mineurs récidivistes. On va écouter un éducateur spécialisé de Bordeaux, Jean-François Trauma, qui vous interpelle sur ce sujet au micro de notre partenaire TV7, qui est la chaîne de télévision TNT du groupe Sud-Ouest, et c'est Bastien Loquet qui l'a rencontré pour nous. Bonjour, je m'appelle Jean-François Trauma et je suis éducateur en prévention spécialisée depuis une vingtaine d'années à Bordeaux. Je m'occupe donc des jeunes en difficulté dans un quartier populaire. Dans votre programme, vous prétendez lutter contre la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents par la suppression des aides sociales. On a vu ce que ça avait donné avec la loi de Ciotti de 2011 sur l'absentéisme scolaire, et où en fait 20% seulement des enfants décrocheurs ont repris leur scolarité. Donc en disqualifiant ainsi les parents plutôt qu'en les responsabilisant, ne pensez-vous pas que ça va finalement produire un contre-effet et une double peine, précariser un peu plus les familles en difficulté dans leur mission éducative plutôt que de les responsabiliser réellement? Marine Le Pen, que répondez-vous à Jean-François Trauma, éducateur spécialisé? Je réponds à M. Trauma que disqualifier les parents, c'est précisément ce qu'il fait. Puisqu'il dit aux parents, écoutez, comme vous êtes bons à rien, c'est nous qui allons faire le travail à votre place. Au contraire, moi je crois que la mesure qui est la mienne les responsabilise, les remet face à leurs devoirs de parents. Parce qu'on a des devoirs quand on est parent. Et la proposition que je fais de suppression des aides sociales aux parents en cas de mineurs récidivistes, mais aussi en cas de carence éducative. Il faut évidemment qu'on démontre que les parents sont manifestement coupables d'une carence éducative à l'égard de leurs enfants. Et comment on définit une carence, une carence éducative? Comment ça se définit? Mais c'est assez simple, vous savez, monsieur, d'ailleurs, qui travaille, monsieur Trauma, très probablement pourrait vous le dire, ce sont des enfants qui sont dans la rue à minuit ou à 1h du matin alors qu'ils ont 11 ou 12 ans. Ce sont des parents qui se désintéressent totalement de ce que leurs enfants font.
qui ne viennent pas à l'école lorsqu'on les convoque alors que leurs enfants créent un certain nombre de problèmes. On sait très bien ce que c'est que la carence éducative. Les juges pour enfants, régulièrement d'ailleurs, sont confrontés à l'existence de cette carence éducative. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de mamans seules qui sont justement parents d'enfants ou d'adolescents qui posent problème. Cette disposition que vous proposez les précarise encore plus parce que justement elles ont des horaires décalés, c'est extrêmement difficile. C'est aussi un cas. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Madame, il y a des millions de femmes seules qui élèvent leurs enfants. Voyez-vous, des millions de familles monoparentales justement, et qui élèvent leurs enfants dans un certain nombre de valeurs, avec un certain nombre de principes, de respect des droits, qui font attention à leurs enfants, qui sont derrière eux, qui les surveillent. Donc c'est pas une excuse. Moi, l'idée, si vous voulez, la vieille idée de gauche, honnêtement, que c'est la pauvreté qui est la source de l'insécurité et de la délinquance, je la vomis, cette idée-là. Vous voyez, je la vomis. D'abord parce que je la trouve éminemment méprisante à l'égard des personnes modestes. Il y a encore une fois énormément de personnes modestes qui ont des valeurs, qui les font respecter, qui élèvent correctement leurs enfants, Voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de familles précarisées qui travaillent en horaire décalé, qui sont divorcées, et pour eux, c'est effectivement plus difficile. C'est un fait. Les travailleurs sociaux, comme la personne que l'on a entendue tout à l'heure, le disent régulièrement. Nous, on a plein de témoignages dans nos colonnes là-dessus. Vous le savez aussi, puisque vous êtes à la rencontre de ces gens-là. Bien sûr, mais je suis encore une fois aussi à la rencontre de tous ceux qui, malgré l'ensemble de ces difficultés que je ne nie pas, bien entendu, eh bien, sont attachés à la manière dont leurs enfants évoluent dans la société. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Ceux dont ce n'est pas le cas, il faut évidemment les responsabiliser en leur supprimant les allocations et les aides sociales. Ça, c'est encore une fois mon avis. Mais encore une fois, je ne fais pas porter exclusivement la responsabilité sur les parents, parce que c'est la société tout entière qui s'est laissée aller à un laxisme total depuis des années. Justement, dans votre programme, sous l'impulsion, honnêtement, des différents gouvernements qui se sont succédés dans ce domaine. Dans votre programme, il y a justement un petit peu, vous voulez, il y a une mesure très forte. Vous voulez, il y a une reprise en main affichée de la reprise des zones de non-droit. Vous dites vouloir désarmer les banlieues. Vous voulez cibler 5000 chefs de bande. En clair, c'est un petit peu ce que Nicolas Sarkozy voulait faire en 2007. Rappelez-vous, avec son histoire de Karcher. Comment réussir là où lui a échoué? Il n'a pas échoué, il n'a pas essayé. Il n'a pas échoué. Alors, il a développé un certain nombre de promesses, mais en réalité, il ne les a jamais mises en œuvre. Jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il a trompé les Français. Et quels moyens vous mettez en place justement pour désarmer ces quartiers? Clairement, moi je mets 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires, c'est-à-dire un peu plus que ce que M. Fillon a supprimé lorsqu'il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il avait supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Oui, je pense qu'il faut aller désarmer les banlieues. Je pense que ces 5 000 chefs de bande, non seulement ils doivent être condamnés, mais qu'à l'issue de leur peine, on doit leur appliquer l'injonction civile, c'est-à-dire l'interdiction de revenir vivre et donc de reconstituer les bandes délinquantes dans les quartiers où ils ont sévi ou dans les villes où ils ont sévi. Hervé Favre, La Voix du Nord. Le problème à Lille se pose aujourd'hui, puisqu'il y a effectivement une recrudescence des trafics. Martine Aubry demande des renforts de police régulièrement. La police intervient dans les... confronté au mur de la réalité. Non, mais, et en fait, voilà, les policiers viennent, ils restent 15 jours, ils s'en vont, les trafics reprennent. Donc, mais bien sûr, mais vous avez raison, parce qu'il n'y a pas assez... La réponse, mais la réponse, elle est dans redonner des moyens à la police. On ne peut pas, encore une fois, constater que l'insécurité ne cesse d'augmenter, ce qui a été le cas depuis 10 ans, et en même temps réduire ou vouloir à nouveau réduire les moyens de la police et de la gendarmerie. Regardez ce que propose M. Fillon. Il propose 500 000 fonctionnaires en moins. M. Macron, 120 000 fonctionnaires en moins. Mais ils vont les prendre où, ces fonctionnaires? Ça a un coût. Oui, Michel Urvois, bien sûr. Ça a un coût, 15 000 policiers et gendarmes et 6 000 douaniers, 1,4 milliard. Ça a un coût, oui. Parce que quand on a bien sûr, de vos dépenses, mais la sécurité, c'est impressionnant. Non, c'est pas impressionnant, monsieur. C'est 90 milliards de dépenses et 80 milliards d'économies. C'est pas impressionnant. Ce sont des choix politiques. Moi, mon choix, c'est la sécurité des Français. J'assume ce choix-là. Voilà, je l'assume et je fais les économies par ailleurs qui sont nécessaires pour pouvoir financer cela. Vous confirmez que vous portez la dépense liée à la défense, je vais y arriver, à 3% du PIB, à la fin du quinquennat, c'est-à-dire à 20 ou 25 milliards de plus. À la fin du quinquennat, et 2%
et 2% très vite, en effet, immédiatement, Ça fait 25 au milliards début d'euros du quinquennat. Mais enfin, écoutez, vous voulez qu'on lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme? Mais avec qui? Avec qui? 54 000 militaires ont été supprimés par M. Fillon. Ils sont à l'os. Ils ont des matériels qui n'assurent même pas leur propre sécurité. Je suis allé rencontrer le président Idriss Déby au Tchad, avec lequel nous luttons contre les groupes armés terroristes, qui sont ceux qui envoient des soldats pour venir commettre des attentats terroristes en France. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cela si on ne se donne pas les moyens? Je veux dire, à chaque moment de l'histoire d'un pays, il faut être capable de détecter quelle est la menace la plus importante et y apporter une réponse. Eh bien, moi, j'apporte une réponse à cette menace-là, parce que cette menace-là, elle est monstrueuse. Et je vais même vous dire autre chose. La politique de migration qui a été encouragée par l'Union européenne et qui fait le bonheur des passeurs, eh bien l'argent que les passeurs prennent aux migrants qu'ils emmènent jusqu'à l'Union européenne, il sert à financer les groupements terroristes sur le terrain en amont. C'est Marine Le Pen, l'invitée de Public Sénat de Sud Radio, et Michel Urvois d'Ouest France, Hervé Favre de La Voix du Nord et Nathalie Moret des journaux du groupe Ebrois. C'est les journaux de l'Est de la France, le Progrès de Lyon entre autres, le Dauphiné DNA, les Nouvelles Alsace, le Républicain Lorrain étaient sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir interviewé Marine Le Pen dans cette première partie de la matinale. Dans un instant, vous restez sur Sud Radio pour l'heure du flash d'information, et ceux qui restent en télé avec nous, c'est l'heure du zapping, et on retrouve Marine Le Pen après. Mon épouse ne sera pas condamnée. Voilà. Ça n'arrivera pas. Depuis le début, je vous le dis, cette affaire est une affaire qui a été montée de toutes pièces. La liste circulerait au sein du Front National. Une vingtaine d'élus de droite, compatibles, selon le FN, avec les idées de Marine Le Pen. Parmi eux, selon le Figaro, certains cadres et élus LR de poids. Le dossier est vide. Oui, le dossier on ne va pas est refaire. vide. Thierry Mariani, Alain Marceau, Jacques Millard, Henri Guénaud, vous confirmez ça? Non, il n'y a pas de liste qui circule. En revanche, les personnalités que vous citez, ce sont des patriotes et nous leur tendons la main. Au second tour, je ne voterai ni pour Madame Le Pen, ni pour Monsieur Fillon. Fillon-Le Pen, vous votez pas? Ni pour Monsieur Macron. Voilà, j'ai déjà dit, j'irai à la pêche. Voilà. J'ai offert au pouvoir le moyen de m'éliminer de la compétition présidentielle. Il suffisait de me mettre en examen. Et vous pensez que j'allais accepter, à partir d'une manipulation pareille, qu'on élimine le seul candidat qui porte les valeurs de la droite et du centre? Est-ce que vous n'avez pas peur de faire perdre la droite? Mais qui fait perdre la droite? C'est M. Fillon qui était à 32% dans les fameux sondages et qui est tombé à 17%. C'est pas moi qui ai menti devant les Français. Si vous êtes éliminé le 23, est-ce que vous voterez Marine Le Pen le 7 mai? Monsieur Bourna, je ne serai pas éliminé le 23. Non, mais si vous l'êtes. Eh ben, je vous dis, je ne le serai pas. Voilà. Et moi, je ne me place pas dans la situation où je le serai. Ça vous avait un peu énervé. En effet, ma langue a fourché, j'ai parlé du Nil. Et derrière, on vous fait un procès en géographie. On ne sait pas tout dans la vie, mais il ne faut pas confondre les lapsus et les ignorances. Moi, je préfère avoir à comptabiliser le rassemblement que les défections, qui est le lot quotidien de messieurs Hamon et Fillon. En chute libre dans les sondages, il lance aujourd'hui le « à mon tour », une caravane à la chasse aux électeurs. Vous savez, les autres n'ont pas grand-chose à proposer, donc pas beaucoup de choses à simuler sur le terrain. Et moi, j'essaye d'aller au bout de cette campagne présidentielle en étant parfaitement honnête sur ce que je propose, ce qui changera dans la vie des Français. Je ne me contente pas de grandes paroles et de belles paroles. Je vais dire aux Français, est-ce que vous avez envie de voter pour des déserteurs ? Est-ce que vous voulez voter pour quelqu'un comme Mélenchon, Macron ou Fillon qui ne veulent pas répondre aux questions des journalistes et de leurs concurrents? Mais ce sont des trouillards. Et on n'a pas besoin d'un président de la République qui a peur à 3 jours du scrutin. Vous imaginez Mélenchon, grande gueule, petit bras, quoi. Moi, je suis l'héritier d'une histoire glorieuse. Mais c'est à Jean-Luc Mélenchon qu'on fait confiance pour tourner la page. Mais nous verrons, monsieur. Pour l'instant, dans cette campagne, mais il y a des hauts et des bas dans toutes les campagnes, et notamment au regard de ce que disent les sondeurs. Il est vrai que depuis plusieurs jours, les horoscopes nous sont favorables. Eh bien, si ça sert à donner du cœur à l'ouvrage, tant mieux. J'ai pas peur d'un Mélenchon, il est trouillard, c'est incroyable. J'ai été déçu. Je vais vous dire, déçu. Oui, Jean-Luc, tu m'as déçu, vraiment. T'es un trouillard. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, suite de la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. C'est Marine Le Pen, notre invitée aujourd'hui. Rebonjour Marine Le Pen, merci d'être avec nous. À quelques heures ce soir du débat à la télévision, vous êtes avec nous sur ce plateau, merci. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Il va être question maintenant des questions de politique, Michael Zamès. Bien sûr. Et vous serez 11 donc du coup ce soir autour de la table pour ce qu'on appelle un débat historique. Est-ce que vous estimez que l'élection se joue ce soir ? Non, pas du tout. Une élection, ça ne se joue pas sur un débat. C'est un des éléments de la campagne. Moi, je ne suis pas mécontente que l'ensemble des candidats puissent avoir la parole, d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est normal, que c'est démocratique. En revanche, ça risque d'être extrêmement long et j'espère que les organisateurs n'ont pas été aussi gourmands que lors du dernier débat, en essayant de multiplier à l'infini les thèmes, ce qui, évidemment, rend le discours un peu plus compliqué. Quant au débat du vin qui est proposé sur France 2, est-ce que vous irez ou pas ? Écoutez, personne ne semble vouloir y aller, alors voilà, pour le coup... écoutez, s'il n'y a aucun des candidats principaux qui y est, je ne vais pas y aller, non. Christophe Bordet, Sud Radio. Dans l'étude IFOP fiduciale pour Sud Radio et Paris Match qui paraît ce matin sur le regard des Français sur l'image des candidats à l'élection présidentielle, 61% des personnes interrogées estiment que vous êtes une candidate ou la candidate la plus inquiétante. Qu'avez-vous justement, puisqu'il y a ce débat ce soir et cette émission ce matin, qu'avez-vous envie de dire aux Français qui ont peur de vous au pouvoir ? J'ai envie de leur dire que ceux qui me dépeignent en toutes circonstances comme ayant un projet inquiétant sont ceux qui ont mis la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc c'est d'eux dont ils devraient être inquiets. Ce sont eux qui ont créé 2200 milliards d'euros de dettes, qui ont créé 7 millions de chômeurs comment et qui ont créé 9 millions de chômeurs. Moi, ce que je veux dire aux Français, c'est qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Puisque par définition, je suis celle qui va mettre en œuvre le référendum. Et le référendum d'initiative populaire. Ça veut dire que non seulement la révision constitutionnelle que je veux faire, je vais leur soumettre, c'est eux qui décideront, mais je leur laisserai le choix de ce qu'ils veulent par rapport à l'Union européenne. C'est eux qui décideront. Et même mieux, ce référendum d'initiative populaire permettra aux Français, à 500 000 Français, de déclencher un référendum, soit pour proposer le vote d'une loi, soit pour demander la suppression d'une loi. Qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant que cette manière de faire de la politique qui consiste à ne rien faire sans le peuple ou contre lui. Dites-moi, dans ce même sondage, il est question de Jean-Luc Mélenchon. 44% des Français estiment qu'il est le candidat qui connaît le mieux la vie des gens. Dans les sondages aussi, il grimpe, Jean-Luc Mélenchon, ces derniers temps. Il vous fait peur ? Enfin, non, mais moi je n'ai peur de personne. De personne. Non, mais je suis pas. Personne. Non, mais je suis pas dans cette démarche-là. Moi, je fais une campagne. Je la fais pas encore une fois contre des adversaires. Mes adversaires proposent leur projet. Moi, je propose le mien. Ce que je vois, si vous voulez, c'est que moi, je suis au contact du terrain en permanence. Je suis allé faire des meetings dans des tout petits villages, dans lesquels M. Macron et M. Fillon n'ont pas mis les pieds de toute la campagne. Ils se sont contentés de grands meetings dans des grandes villes. Bon, tout ça, c'est très bien, mais je suis allée à la rencontre des Français aussi que je veux défendre. Cette immense majorité silencieuse qui ne passe pas sur les plateaux de télévision, qu'on n'interroge jamais et qui souffre considérablement depuis des années des choix qui ont été faits. Cette montée de Mélenchon, vous la dépeignez comment Mais la montée de Mélenchon, c'est l'effondrement du Parti Socialiste. Enfin, M. Hamon est complètement en déroute et par conséquent, M. Mélenchon profite en réalité de l'effondrement de M. Hamon. C'est un effet de vase communicant. C'est Marine Le Pen qui est l'invitée Territoire d'Info sur Public Sénat, Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin. Marine Le Pen, on reste toujours sur le débat de ce soir. Vous serez sur BFM. Vous avez fait huer cette chaîne de télévision dimanche dernier. Non, j'ai pas besoin de la faire huer. Je peux vous dire que elle a été huée à votre meeting. Les Français huent BFM sans que je leur demande. Alors, ça ne vous dérange pas d'être sur cette chaîne ? Non, mais ça me dérange pas. Mais encore une fois, je suis pas là pour faire huer une chaîne. Je suis juste là pour dire que le patron de cette chaîne est un soutien de M. Macron. Voilà, c'est tout. Et que ça se ressent. Ça se ressent dans BFM, ça se ressent aussi dans les autres titres dont il est propriétaire, M. Drahi. Ça se ressent dans Libération. Regardez hier. Libération fait un grand papier en confrontant les projets économiques de tous les grands candidats, de 4 grands candidats. Qui n'est pas représenté ? Moi.
alors que je suis donné en tête des sondages. Donc voilà, je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est très important que les Français sachent qu'en fonction des médias qu'ils écoutent, ils n'ont pas le accès au même niveau de neutralité. Vous le direz sur le plateau ça ce n'est soir pas le cas ici, Marine Le Pen. Vous le direz sur le plateau de cette chaîne de télé? Non, mais je l'ai dit sur tous les tons, dans tous mes meetings, y compris se retransmis par BFM TV. Ils savent donc pertinemment ce que je pense. Ils ne sont pas neutres. Ils font une campagne outrageuse pour M. Macron. Et d'ailleurs, tous les Français s'en rendent compte. Il y a eu un sondage là récemment qui dit que 37% que les Français pensent que à 37% que M. Macron est très avantagé et très soutenu par les chaînes de télévision. Ça n'est pas le cas sur cette chaîne. Voilà, vous êtes notre invité. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Il dit dans le journal Le Monde qu'il est l'outsider et que vous êtes la favorite. Est-ce que ça sera l'ordre d'arrivée du 23 avril? Non, mais je pense que c'est encore quelque chose qui lui a été soufflé peut-être par ses communicants, puisqu'il n'ouvre pas la bouche sans que les communicants lui disent ce qu'il fallait dire. Et quand il le fait, c'est pour dire une énormité. Voilà. Soit il tombe dans la haine, la violence, l'agression, l'attaque, soit il insulte la France, soit il insulte les Français. Est-ce que vous êtes la favorite? Est-ce que vous sentez la favorite? Il y a les chiffres quand même. Non, mais il n'y a pas une histoire de favorite. Il faut accéder au second tour. Voilà, c'est moi pour pouvoir porter auprès des Français le choix fondamental entre le patriotisme et le mondialisme, il faut que je sois présente au second tour. C'est essentiel. Sinon, les Français n'auront le choix qu'entre un mondialiste et un mondialiste. Un mondialiste décomplexé et un mondialiste honteux. Eh bien, moi, je veux qu'ils aient véritablement le choix parce qu'il en va, encore une fois, de l'avenir du pays et d'un vrai choix de civilisation. Est-ce que Macron est surévalué, selon vous? Mais nous verrons. Nous verrons. Mais enfin, moi, je suis désolé, mais je pense qu'au fur et à mesure que nous approchons du premier tour, M. Macron démontre qu'il est le candidat du rien, quoi, le candidat du vide. Il peut ne pas être au second tour. Le candidat de mots qui sont accolés, de jolis mots accolés les uns aux autres. Il peut ne pas être au second tour face à vous. Il pourrait ne pas être au second tour. C'est sûr, il pourrait. Et donc, il y aurait qui éventuellement? Qui vous voyez, vous? Je pense qu'il pourrait y avoir Monsieur Fillon, ce serait possible. Monsieur Fillon. Mais moi, encore une fois, je considère que les élections ne sont pas jouées à l'avance. Voilà. Et j'appelle tous ceux qui pensent que c'est joué à faire attention, parce qu'on a vu le Brexit, on a vu l'élection de Donald Trump. On ne sait pas en réalité. Les sondeurs ne savent pas véritablement ce qu'il en est. Vous craignez les petits candidats qu'ils se focalisent par exemple sur les affaires. Dans l'affaire des emplois fictifs présumés, des emplois fictifs des parlementaires à Bruxelles, est-ce que vous assurez que vous vous présenterez au lendemain de l'élection devant les enquêteurs? Si je ne suis pas élu, évidemment. Mais évidemment, d'ailleurs, je l'ai fait au régional, je vous signale. Il y avait eu pareil, une campagne de presse incroyable. Nous étions déjà coupables, limite la tête déjà tranchée sur l'échafaud. Et en réalité, et moi-même, j'ai été mise en cause en permanence. J'ai dit au juge, je ne veux pas aller pendant la campagne des régionales. Je suis allé après la campagne des régionales et j'ai été mise hors de cause. C'est sûr, les journaux et les médias en ont moins parlé que de ma convocation. Donc bien sûr que j'irai. Et j'irai d'autant plus facilement que je suis totalement innocente et nous sommes totalement innocents de cette accusation qui est une accusation irrationnelle qui est menée sur dénonciation du Parlement européen. Voilà. Donald Tusk, le président du Conseil européen, il dit que votre victoire serait bien pire que celle de Trump. Est-ce que Bruxelles fait campagne contre vous, selon vous? Évidemment, enfin, il s'en cache même pas. Bruxelles nous dirige, Bruxelles nous enferme, Bruxelles nous emprisonne et Bruxelles intervient directement dans la campagne française. Non seulement par l'intermédiaire de M. Tusk, mais par l'intermédiaire des commissaires européens qui eux-mêmes sont venus pour expliquer aux Français ce qu'ils devaient voter. Non, ces ingérences-là sont insupportables et en même temps elles sont extrêmement révélatrices de l'état de dépendance dans lequel les dirigeants français ont mis la France par rapport à cette institution de Bruxelles. Marine Le Pen, autre sujet. Votre nièce, Marion Maréchal Le Pen, j'ai envie de vous dire, à quoi joue-t-elle? À quoi joue-t-elle selon vous quand elle se prononce, par exemple, pour la suppression des régimes spéciaux de retraite, comme elle l'a fait hier, alors que ça n'apparaît nulle part dans votre programme? Je pense qu'elle exprime sa position, elle exprime sa conviction. C'est vrai que... Mais pourquoi fait-elle ça? Pourquoi elle exprime ça? Non, mais elle veut vous nuire en pleine campagne présidentielle? Non, écoutez, non. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas ici de nuisance. Elle a exprimé ce qu'est son sentiment. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut regarder ces régimes spéciaux un par un,
tranquillement après l'élection. Pourquoi ? Parce qu'il y a des régimes spéciaux qui se justifient tout à fait. Je le dis et j'ai l'honnêteté de le dire et je l'assume. Excusez-moi, mais le régime des marins-pêcheurs est un régime spécial. Il se justifie totalement. Le régime des militaires est un régime spécial et il se justifie totalement. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il faut supprimer tous les régimes spéciaux. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Non, je dis qu'il faut être pragmatique, il faut être juste et pour cela, il faut, après l'élection, encore une fois, se mettre avec les acteurs autour de la table pour vérifier quelles sont les spécificités qui se justifient encore et celles qui, peut-être, liées aux nouvelles technologies, au temps qui passe, ne se justifient peut-être plus. Elle s'était encore exprimée sur l'IVG. Vous mettez tout cela, que ce soit les régimes spéciaux, l'IVG, sur le compte de l'inexpérience ? Non, je le mets sur le compte de ses propres convictions. Voilà, ses propres convictions. Elle n'est pas présidente du Front National. Donc, si vous voulez, elle se sent libre, en réalité, de porter ses idées à elle. Moi, je suis présidente du Front National. Je porte donc les idées du Front National. Nous sommes dans une situation différente. Mais là encore, sur ce sujet-là, c'est vrai, nous avons clairement des différences. Marion Maréchal, ça fait quand même le côté objet identifié, mais difficile à contrôler. Ça parasite pas votre campagne un petit peu ? Bah, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Je pense que, encore une fois, chacun sait quel est le projet que je porte. Moi, je porte un projet auquel je crois profondément, qui ne m'a pas été dicté ni par des officines, ni par Servier, ni par AXA, ni par les banques, ni par les assurances. Vous lui dites pas ça ce matin, arrête ton char Bénur ou arrête ton char Marion. Non, mais je pense que Marion est tout à fait consciente que nous sommes dans une campagne présidentielle et que le temps de la campagne législative viendra. Madame Le Pen, si vous ne gagnez pas l'élection présidentielle, serez-vous candidate aux élections législatives ? Je ne suis pas en train de me projeter dans une défaite pour l'instant. Excusez-moi, mais voilà, pour l'instant, je me projette dans une victoire. Ça s'anticipe quand même un tout petit peu, non ? Non, pas particulièrement. Non, ça s'anticipe pas particulièrement. Non, ce qui s'anticipe, c'est le futur quinquennat. C'est celui que j'ai préparé longuement depuis plus d'1 an, car je n'ai pas seulement préparé ma campagne. Dans ce moment où je me suis mis un peu en retrait, j'ai préparé mon quinquennat. Alors justement, votre quinquennat, Marine Le Pen, Donald Trump, dans le Financial Times, hier, a dit « Je ne connais pas Marine Le Pen ». Est-ce que vous vous sentez vexé ? Non, il n'a pas dit cela. Il a dit « Je n'ai jamais rencontré Marine Le Pen ». Donc je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée. Ah bah oui, non mais entre je ne l'ai pas rencontrée et je la connais pas, c'est pas tout à fait la même chose. Cette question parce qu'on vous a vu dans le hall de Trump Tower. Oui, je suis. Au moment, vous êtes allé prendre un café là-bas. Est-ce que c'était pour essayer de le rencontrer ? Non, je suis pas allé prendre un café là-bas. Vous avez tweeté, on a tweeté. Non, je ne suis pas allé prendre un café là-bas. Est-ce que vous pouvez essayer de tous être un peu rigoureux ? Alors dites-nous parce qu'on a. Je suis allé dans une réunion organisée par un de mes amis qui habite dans la tour Trump, voilà, qui a organisé une réunion avec des industriels, avec des chefs d'entreprise américains. Avec des gens qui voulaient me rencontrer pour savoir. Non, je n'ai pas essayé de le rencontrer. Mais encore une fois, il dit qu'il ne m'a pas rencontré. Il a raison. C'est vrai, il ne m'a pas rencontré. Mais évidemment, Donald Trump sait quel est l'enjeu de cette élection présidentielle. Il sait quels en sont les acteurs. Et il sait, bien sûr, en tant que président des États-Unis, quels sont les projets des uns et des autres et le choix qui va être celui des Français. Bien sûr qu'il le sait. Merci, on va passer au débrief de vos propos. Marine Le Pen, vous êtes notre invitée ce matin. Et on va accueillir Yves Tréhard et Denis Jambard dans un instant. C'est là. Voilà, c'est Marine Le Pen, la candidate à l'élection présidentielle, qui est notre invitée ce matin. Et donc j'accueille Yves Tréhard et Denis Jambard. Bonjour messieurs, directeur de la rédaction du Figaro pour l'un et éditorialiste à Nice Matin pour l'autre, Denis Jambard. Alors Emmanuel Macron pourrait ne pas être au second tour. François Fillon pourrait y être. Je ne connais pas le résultat d'une élection avant les élections, vous avez dit tout à l'heure. Yves Tréhard. Oui, ça paraît assez évident. On ne connaît pas le résultat avant que les gens aient voté. Et puis en plus, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'indécisions. Et alors, il y a une nouvelle donnée, vous savez, aujourd'hui, qui est apparue dans le paysage du commentaire politique. C'est l'abstention inavouée. Et je voudrais poser une question à Marine Le Pen de ce point de vue, parce que je sais que c'est Florian Philippot qui l'a dit il n'y a pas très longtemps. Il redoute justement qu'il y ait une trop forte abstention, puisque l'abstention pourrait aussi changer pourrait nuire
au vote du Front National. L'abstention a toujours nuit au vote Front National, toujours. Ouais. Plus il y a de participation et meilleurs sont nos résultats. Voilà. Donc clairement, moi je ne table pas sur une abstention forte, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ramener les Français aux urnes et pour leur expliquer encore une fois l'importance du choix qui va être celui de la présidentielle sur leur vie quotidienne. Vous avez un discours là-dessus? Non, pardon. Est-ce que c'est une analyse tout à fait juste? Parce qu'on constate dans les sondages que votre électorat se mobilise beaucoup plus que les autres. On voit aujourd'hui que vous avez 82% de détermination de votre électorat. S'il y a de l'abstention, votre électorat va voter, il me semble qu'on l'a constaté dans les élections précédentes. Et s'il y a moins de participation, vous êtes plus haut, naturellement. Denis Jambard, Sud Radio Nice Matin. Honnêtement, je ne le crois pas. C'est un débat presque de politologue. Mais oui, c'est vrai, c'est presque un débat de politologue, mais il se trouve que j'ai aussi une forte réserve chez les abstentionnistes. Donc, vous pensez qu'il y a un vote caché pour vous aujourd'hui? C'est pas un problème de vote caché, c'est un problème que lorsqu'on pose la question aux abstentionnistes, si vous alliez voter, pour qui voteriez-vous? Eh bien, il y en a un très grand nombre qui voteraient pour moi. Donc je leur dis, venez et votez pour moi, car il est évidemment très important de créer la plus grosse dynamique possible dès le premier tour. Alors justement, Yves Tréhard, le rassemblement au deuxième tour, c'est important. Non, mais alors justement, précisément, parce qu'il y a un gros... La question du rassemblement. Là, il y a aussi, semble-t-il, une clientèle électorale, si on peut appeler ça comme ça, qui n'est pas très favorable au Front National. Ce sont les retraités, précisément. Et pourquoi? Parce qu'ils ont très peur que la sortie de l'euro, que préconise Marine Le Pen, cette sortie de l'euro ait une incidence, évidemment, sur leur vie, sur leur train de vie, et notamment sur leur retraite. Comment vous faites pour les persuader du contraire, pour leur dire, eh bien, cette sortie de l'euro, elle n'est pas aussi catastrophique pour vous que cela? J'ai trois arguments. D'abord, je leur dis que... Les retraités qui votent le plus. D'abord, je leur dis que, il y aura un référendum et il y aura un grand débat sur ce sujet, ce qui n'a jamais eu lieu en France, ça a eu lieu en Allemagne, en Italie, mais pas en France. Deuxièmement, que le meilleur moyen de protéger leur retraite, c'est de recréer l'emploi dans notre pays et que depuis 20 ans, toutes les politiques qui ont été menées par la droite et par la gauche ont contribué à aggraver le nombre de chômeurs et donc l'absence de cotisants et donc le risque pour eux de voir leur retraite baisser et qu'enfin, c'est aujourd'hui qu'ils doivent avoir peur, car en réalité, c'est à cause de l'euro qu'a été mis en place la directive européenne sur l'union bancaire et la disposition de la loi Sapin 2 qui interdit à l'État de venir au soutien d'une banque si elle est en faillite ou en défaillance et oblige la banque à aller puiser dans les comptes en banque des déposants pour pouvoir se renflouer. Ça, c'est le grand danger. C'est le danger majeur pour les épargnants, c'est de voir arriver en France ce qui s'est passé à Chypre il y a quelques années. Marine Le Pen, juste une question. Comment faire pour élargir votre socle électoral au deuxième tour? Comment vous allez faire? Naturellement, si vous voulez, le second tour est une nouvelle élection, puisque par définition, ce sont deux visions qui vont s'affronter. La vision, si c'est M. Macron, ultra-mondialiste, de dérégulation totale, d'effondrement ou de réduction massive de l'État stratège, de l'État protecteur, la continuation du laisser-faire, laisser-aller, laisser-passer, et ma vision, qui est une vision de protection, qui va s'allier à vous? Patriote. Concret. Qui va s'allier à vous? Mais chaque Français, dans son cœur et dans son âme, va se poser la question, est-ce que je préfère prendre le risque gigantesque de cette mondialisation massive que va nous mettre en œuvre M. Macron, ou est-ce que je vais, même si j'ai des divergences sur tel ou tel point, plutôt vers un projet qui est un projet respectant les valeurs de la France, un projet patriote, un projet de protectionnisme intelligent, un projet qui défend l'agriculture, l'industrie et les TPE-PME. Chacun fera ce choix dans son, encore une fois, en son âme et conscience. Denis Jambard, Sud Radio. Revenir sur la question d'Yves sur la sortie de l'euro. On voit bien qu'il y a une menace, c'est le retrait des investissements financiers étrangers du pays au moment où vous sortez de l'euro. Qu'est-ce que vous faites face à ça? C'est une menace réelle, vous ne pouvez pas la nier. On entend ce monde mondialisé que vous dénoncez. Eh bien, naturellement, il redoute cette décision. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Comment vous faites? Non, ma foi, pardon, ils redoutent cette décision parce qu'en réalité, ils savent qu'ils ne pourront pas faire autant de profits qu'ils en faisaient lorsque l'intégralité de la politique économique... L'intégralité de la politique... Mais non, parce qu'il n'y a plus d'ailleurs, monsieur.
Le monde a changé et c'est bien ça qui les inquiète. Le monde est en train de rompre avec le libre-échange, rompre avec le laisser-passer. Les États-Unis viennent de rompre brutalement avec cette politique. La Grande-Bretagne vient de dire c'est terminé, c'est plus comme ça. On le voit avec l'Amérique centrale, c'est pas très simple. C'est plus comme ça. Ça n'est plus comme ça que ça va se passer. Les mouvements financiers, vous savez bien que ça se passe comme ça. Oui, d'accord, mais regardez. Ça se passe par ordinateur, on clique sur un bouton et les frontières n'ont plus de sens dans le monde financier. Oui, mais justement, il faut qu'elles aient un sens. Parce que c'est ça qui a transformé l'économie, qui a tué notre économie réelle pour en faire une économie financiarisée, qui fait qu'un certain nombre accapare l'immense majorité des richesses, mais sur le dos de pays et de peuples qui s'appauvrissent considérablement. Vous les empêchez de sortir de la bourse, comment vous faites? Mais je les empêche pas. Encore une fois, il y a tellement de liquidités dans le monde qu'ils ne retireront pas leurs billes de la France, et surtout d'une France qui en réalité va à nouveau retrouver la voie de la croissance, parce que c'est ça ce qui est important dans mon projet. C'est que ce projet, il est là pour recréer la richesse, la croissance et l'emploi. Il y a une question centrale à laquelle vous n'avez jamais répondu, en fait. La sortie de l'euro et de l'Europe se fait en 3 temps. Vous allez d'abord négocier à Bruxelles. Oui. Si vous négociez et que vous arrivez à ce que vous voulez, très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous revenez à Paris et vous convoquez un référendum. De toute façon, il y aura un référendum. Vous perdez ce référendum. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous quittez le pouvoir? Oui. Mais on va arriver dans une crise politique terrible, alors. Mais pourquoi une crise politique? Parce que pour une fois, il y aurait quelqu'un qui respecterait sa parole. Mais on refait des élections. C'est sûr que ce sera une nouveauté. On refait des élections présidentielles. Mais oui, pourquoi pas? D'accord. Moi, je veux dire, je suis dans un rapport de confiance avec... novembre, je suis dans un rapport de confiance avec les Français. Voilà, c'est clair. Je ne ferai rien sans les avoir prévenus, sans avoir leur accord sur les grands choix engageants pour notre pays. Et en même temps, s'ils me disent on veut rester dans la prison, je ne vais pas leur proposer une balade à cheval. Je veux dire, je serai une menteuse. Il y en a largement assez dans la classe politique des menteurs. Quel est votre calendrier précis? Ça se passe en 2017 si vous êtes élu? À la fin de l'année, c'est bouclé? Ça se passe, le référendum aura lieu dans les 6 mois. Étant entendu que, encore une fois, s'il faut qu'il y ait un mois de plus, ça n'a pas d'importance, puisque dans le calendrier de mes négociations, les négociations sur l'euro auront lieu en réalité à la fin de ces 6 mois pour attendre. Alors, il reste une minute. Pour attendre l'élection allemande et l'élection italienne. Car il est évident que pour pouvoir négocier sur le retour à une monnaie nationale, il faut évidemment attendre que les échéances allemandes et italiennes soient passées pour savoir avec quelle majorité on va parler. Il reste 40 secondes pour faire un débrief de ce qu'a dit Marine Le Pen. Vous l'avez trouvé comment, Denis Jeanbart, et qu'avez-vous retenu? Égale à elle-même, elle défend ses arguments. Très souvent, elle se met en position de victime, mais c'est votre stratégie depuis toujours, puisque vous êtes seul contre tous. Donc vous jouez beaucoup la victimisation, mais c'est vrai que moi, j'aimerais... C'est un peu vrai quand même. Alors, et Yves Tréhard, c'est votre choix. C'est pas moi qui suis seul contre tous. Fait que vous vous mettez en position. C'est tous qui sont contre moi quand même. Vous savez aussi attaquer vos adversaires. Je vous ai entendu dire sur Macron. Je me défends, manquerait plus que ça, tiens. 10 secondes, 10 frères, on peut pas déborder, on a 10 secondes, voilà, merci, au revoir. Je dis ça. Moi, ce qui me fascine chez Marine Le Pen, c'est la campagne en 2 temps que vous avez fait. Et je trouve que vous avez beaucoup durci votre campagne en fin de parcours. La France apaisée, on l'a un peu oubliée dans votre bouche aujourd'hui. La France apaisée, on la cherche. C'est quand même un discours qui est extrêmement négatif. La France apaisée, c'est un objectif. Pour avoir la paix, il faut remettre le pays en ordre. Merci Marine Le Pen, l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio avec la presse quotidienne régionale et nos amis éditorialistes Yves Tréhard et Denis Jeanbart. Merci Marine Le Pen. Merci à vous. Vous partez pour le débat ce soir avec une après-midi, je crois, chargée. Merci d'avoir été notre invité. Et puis tout de suite, on passe au zapping pour ceux qui restent sur Public Sénat et ceux qui restent sur Sud Radio. Les programmes continuent. Mon épouse ne sera pas condamnée. Voilà. Ça n'arrivera pas. Depuis le début, je vous le dis, cette affaire est une affaire qui a été montée de toutes pièces. La liste circulerait au sein du Front National. Une vingtaine d'élus de droite, compatibles, selon le FN, avec les idées de Marine Le Pen. Parmi eux, selon le Figaro, certains cadres et élus LR de poids.
Le dossier est vide. Oui, le dossier est vide. Thierry Mariani, Alain Marceau, Jacques Millard, Henri Guénaud, vous confirmez ça? Non, il n'y a pas de liste qui circule. En revanche, les personnalités que vous citez, ce sont des patriotes et nous leur tendons la main. Au second tour, je ne voterai ni pour Madame Le Pen, ni pour Monsieur Fillon. Fillon-Le Pen, vous votez pas? Ni pour Monsieur Macron. Voilà, j'ai déjà dit, j'irai à la pêche. Voilà. J'ai offert au pouvoir le moyen de m'éliminer de la compétition présidentielle. Il suffisait de me mettre en examen. Et vous pensez que j'allais accepter, à partir d'une manipulation pareille, qu'on élimine le seul candidat qui porte les valeurs de la droite et du centre? Est-ce que vous n'avez pas peur de faire perdre la droite? Mais qui fait perdre la droite? C'est M. Fillon qui était à 32% dans les fameux sondages et qui est tombé à 17%. C'est pas moi qui ai menti devant les Français. Si vous êtes éliminé le 23, est-ce que vous voterez Marine Le Pen le 7 mai? Monsieur Bourna, je ne serai pas éliminé le 23. Non, mais si vous l'êtes. Eh ben, je vous dis, je ne le serai pas. Voilà, et moi, je ne me place pas dans la situation où je le serai. Ça vous avait un peu énervé. En effet, ma langue a fourché, j'ai parlé du Nil. Et derrière, on vous fait un procès en géographie. On ne sait pas tout dans la vie, mais il ne faut pas confondre les lapsus et les ignorances. Moi, je préfère avoir à comptabiliser le rassemblement que les défections, qui est le lot quotidien de messieurs Hamon et Fillon. En chute libre dans les sondages, il lance aujourd'hui le « à mon tour », une caravane à la chasse aux électeurs. Vous savez, les autres n'ont pas grand-chose à proposer, donc pas beaucoup de choses à simuler sur le terrain. Et moi, j'essaye d'aller au bout de cette campagne présidentielle en étant parfaitement honnête sur ce que je propose, ce qui changera dans la vie des Français. Je ne me contente pas de grandes paroles et de belles paroles. Je vais dire aux Français, est-ce que vous avez envie de voter pour des déserteurs? Est-ce que vous voulez voter pour quelqu'un comme Mélenchon, Macron ou Fillon qui ne veulent pas répondre aux questions des journalistes et de leurs concurrents? Mais ce sont des trouillards. Et on n'a pas besoin d'un président de la République qui a peur à 3 jours du scrutin. Vous imaginez Mélenchon, grande gueule, petit bras, quoi. Moi, je suis l'héritier d'une histoire glorieuse. Mais c'est à Jean-Luc Mélenchon qu'on fait confiance pour tourner la page. Mais nous verrons, monsieur. Pour l'instant, dans cette campagne, mais il y a des hauts et des bas dans toutes les campagnes, et notamment au regard de ce que disent les sondeurs. Il est vrai que depuis plusieurs jours, les horoscopes nous sont favorables. Eh bien, si ça sert à donner du cœur à l'ouvrage, tant mieux. J'ai pas peur d'un Mélenchon, il est trouillard, c'est incroyable. J'ai été déçu. Je vais vous dire, déçu. Oui, Jean-Luc, tu m'as déçu, vraiment. T'es un trouillard.